Nous allons vous raconter une histoire. Mais auparavant, on va s'interroger un instant sur le fait même de raconter une histoire, sur l'importance qu'on accorde à un récit et sur les frontières qui séparent la réalité de la fiction. D'abord, qu'est-ce que l'histoire avec un grand H? L'histoire, c'est notre mémoire commune, notre identité. C'est ce qui nous définit en tant qu'être humain. Pour nous tous, l'histoire est concrète, écrite, immuable. Il y a des dates, des événements dont on n'a pas fait mention. On les a apprises à l'école, dans des livres, et on le sait, on en mettrait littéralement notre main à côté que ces dates sont exactes. Comme par exemple Marignan. Marignan. 1515. La prise de la Bastille. 1789. Christophe Colomb en Amérique. Robespierre, Galilée, Ravaillac, la guerre de 100 ans, la guerre de Crimée, la guerre d'Algérie. En Algérie, les Français débarquent en 30, bravo. Repartent en 1962. 132 ans d'occupation. Et pendant 132 ans, les petits Algériens ont appris à l'école nos ancêtres, les Gaulois. Souvent, presque toujours, le récit du vainqueur est celui qu'on retient. Et dans tout récit historique, il y a, comme son nom l'indique, une part de récit. Chaque historien, même s'il tâche d'être le plus intègre possible, s'inscrit dans une époque, traversée par des courants de pensée qui sont directement liés aux moyens d'information disponibles. Chaque historien est avant tout un homme. L'histoire ne peut donc pas être absolument objective. Elle est mouvante, elle évolue, elle s'exprime et s'enrichit. Notre identité, notre passé, tout ce qui nous définit n'est qu'un récit. Tout notre passé est une fiction. Alors maintenant, qu'est-ce qu'une histoire? Une petite histoire. Ce sont des mots, du vent, de l'air en vibration. Ce n'est rien du tout. Prenons une religion au hasard. Le judaïsme. Non, ça va être compliqué. L'islam. Non plus. Le christianisme alors. Allez, Bien. allons-y. Le christianisme qui repose sur le judaïsme d'ailleurs par l'intermédiaire de la Bible. Et qu'est-ce que la Bible? Sinon le plus formidable réservoir d'histoire qui soit. L'Arche de Noé, le Jardin d'Éden, la multiplication des pains, la résurrection de Lazare, la Pentecôte, des histoires sur lesquelles s'appuie une pensée philosophique ou spirituelle, mais des histoires au nom desquelles des millions de croyants, catholiques, protestants, musulmans, juifs, se sont entretués au cours des siècles dans le seul but de défendre leur histoire. Alors je repose ma question, qu'est-ce qu'une histoire? C'est un fait divers daté du 14 juin 2001 dans un grand quotidien algérien. Une mère et sa fille disparaissent mystérieusement à Béchta-la-Yadat. Dans ce petit village du Nord, c'est la perplexité qui règne. Cela fait un mois qu'Alia Ben Mahmoud et sa fille Jeanne ont disparu. Le 17 mai 2001 au matin, un voisin les croise toutes les deux. Mais elles ne semblent pas inquiètes. Et c'est la dernière fois qu'on les voit. Le 23 mai, une commerçante passe chez elle pour livrer des courses et ne trouve personne. Elle s'inquiète et alerte l'antenne de police locale qui vient perquisitionner. Il ne trouve aucune marque de violence, aucune trace d'effraction. Les deux femmes ont disparu. De la nourriture reste dans le frigo. Et plus étonnant encore, la voiture d'Alia Ben Mahmoud est toujours là, tout à fait fonctionnelle. Leur maison se trouvait à 15 km de toute autre habitation. Une battue a été effectuée sans succès. Il y a quelqu'un? Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, madame. C'est incroyable de trouver ça comme ça en plein désert.
Oh pardon, je suis navré, je sais pas ce qui m'a pris. Non, c'est pas grave. Je suis désolé, je suis complètement perdu. Je roule depuis des heures, j'ai laissé ma voiture là devant. Vous voulez une chambre? J'ai pris des pistes invraisemblables. Il y a des panneaux dans le mauvais sens, parfois il n'y a pas de panneaux du tout. Et oui, je veux bien une chambre, s'il vous plaît. Jeanne? Oui, c'est mal indiqué. Ah, c'est très mal indiqué. Je me suis retrouvé derrière la palmeraie et... non, merci. Je préfère rester debout après toutes ces heures de conduite. On est où d'ailleurs ici exactement? Mechta Layadat. Mechta Layadat? Ah oui. Non. Enfin, c'est-à-dire que... Est-ce que vous avez soif? Non, non, merci. Je m'abreuve de la contemplation de ces livres. Mais quelle surprise cette bibliothèque! Et ça, mais c'est un véritable trésor. Monte Cristo. Le comte de Monte Cristo. Attendre et espérer. Et c'est une édition... Originale. Originale. Non, merci, tenez, buvez-vous. Madame de Lafayette, Swift. Qu'est-ce que... Excusez-moi, mais c'est la première fois que j'en tiens un dans les mains. C'est un incunable, ça? Oui. Pardonnez-moi, je fais très attention. C'est exactement ce qu'on appelle un incunable. Un ouvrage imprimé dans le 1er siècle qui suit l'invention de l'imprimerie. Mais vous savez tout ça, bien sûr. Mais d'où vient ce trésor? Un héritage. Un héritage de famille? Bah oui, bien sûr, de famille. Vous avez des origines françaises? Qui n'en a pas? Des origines françaises, oui. Votre père? Ma mère. Votre mère, d'accord. Donc c'est sa bibliothèque qu'on voit là? Non, celle de ma grand-mère. Ah, sa mère à elle, donc. Non, de mon père, algérien. D'accord. Donc c'est votre grand-mère algérienne qui vous a légué cette magnifique bibliothèque? Oui, et la maison aussi. Et la maison aussi? Ah, eh ben, tout se transmet par les femmes dans votre famille. Oui, en quelque sorte, oui. Et votre mari, il n'est pas là? Non, non, mon mari n'est plus là. Ah, pardon, je suis désolé, je ne voulais pas. Mais il n'est plus là, il est mort? Non, 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 il n'est plus là, il est rentré en France. Ça fait 6 ans. Et quand un homme divorce en Algérie, la femme n'a droit à rien. Alors Jeanne et moi, nous sommes venus vivre ici. C'est le seul bien qui nous reste. Mais ce n'est pas facile. Ah. Pardonnez-moi, je vous écoute, hein, mais j'ai rien mangé depuis ce matin. Ah, mais on va vous servir quelque chose. Non, non, vous ne dérangez pas. Tiens, je vais vous prendre 2 petites tomates, si vous permettez. Oui, peut-être 3, parce qu'elles sont vraiment toutes petites. Alors, vous me disiez que ce n'est pas facile? Non, ce n'est pas facile ici quand on est une femme seule. Ce n'est pas facile d'ailleurs en Algérie tout court quand on est une femme. Ah. Vous connaissez le code de la famille? Oui, c'est Bouteflika. Oui. Toute sa vie, la femme algérienne doit référer à l'autorité de son père, de son frère, de son mari, de son cousin, d'un homme. La femme algérienne reste considérée comme une mineure toute sa vie. Mais vous savez, en France, les femmes n'avaient pas le droit d'avoir un carnet de chèques jusque dans les années 60. Dans les années 60? Mais en Algérie, en 2001, on en est exactement encore au même point. Le règne de respect apparent dans une servitude réelle, traité en mineur pour nos biens, puni en majeur pour nos fautes. Beaumarchais. Oui. Ah, ça, c'était un féministe. Il écrit ça en 1778. Et 3 siècles plus tard, c'est toujours valable ici, en Algérie. C'est intolérable. Mais pourquoi vous ne rentrez pas en France? Mais on ne veut pas rentrer. On ne veut pas partir. Partir, c'est renoncer. Partir, c'est abandonner. Excusez-moi. Je vous en prie. Vous me faites parler. Et vous, alors? Moi? Tout le monde a une histoire. Vous avez une histoire, vous venez de me la raconter. Votre fille a sûrement une histoire. Moi, je porte une histoire. J'ai croisé un jour dans ma vie une histoire tellement incroyable, tellement extraordinaire, qu'elle a changé ma vie. Racontez-moi. Qu'elle est devenue ma vie. Racontez-moi. Ah non, 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 c'est beaucoup trop long. Non, mais je vous préviens, je suis très mauvais public. C'est pour ça que j'adore les livres. Je les ouvre et je les referme. Alors si votre histoire m'ennuie, ben, je vous le dirai. Bon. Alors c'est l'histoire d'un homme, seul dans sa voiture, complètement perdu. Mais non, ça c'est vous tout à l'heure sur la route. Ah non, 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 non. Cette histoire se passe en France, en mars 1988, en pleine forêt des Ardennes. Il fait nuit. Il pleut depuis des heures. Et cet homme-là, dans sa voiture, est complètement perdu. Il ne sait pas où il est, il ne sait même plus très bien qui il est. Il sait juste une chose, il cherche son chemin. Oh putain! Putain de merde! Madame! Madame!
Ici, madame. Madame, je cherche Linchamp. Le village de Linchamp. Vous cherchez le château? Non, quel château? Non, je cherche Linchamp. Le château perdu? Mais non, Linchamp. Linchamp. Alors, vous continuez tout droit. Au carrefour, vous prenez à droite. Et là, vous continuez sur 3 km. Vous allez arriver à Nouzonville. Sur la place, il y a un café. Vous entrez dans le café, vous demandez au patron. Il vous indiquera. Non, madame, je cherche Linchamp. Oh, putain. On va bientôt fermer, dis-moi, t'es perdu. Toi aussi, tu cherches le château? Ah, mais quel château? T'as pas lu le Routard? Et Josie, il a même pas lu le Routard. C'est une légende, un château perdu dans la forêt habité par une princesse. Non, je cherche Linchamp, le village de Linchamp. Un petit café d'abord? Ok, un café. Josie, petit café. Dis-moi, t'es pas du coin, toi, t'es d'où? Région parisienne. Bon, vous connaissez Linchamp ou pas? Eh bien sûr qu'on connaît Linchamp, hein, Josie. Nous, on est de Nouzonville. Bon, quand tu sors du café, tu vas à droite, tu prends la deuxième à gauche. Tu sors de Nouzonville et là, tu fais première à droite, première à gauche. Tu vas arriver à un carrefour avec une vieille grange qui a cramé. Tu verras. Sur ta droite, t'as la départementale qui va vers Charleville. Toi, tu ne prends pas ça. Toi, tu vas à gauche et tu vas sur environ 2 km, 2 km 5, allez, 3 bornes à tout casser. Tu vas arriver à une forêt avec de grands chênes. Tu traverses. Et là d'ailleurs, si t'as le temps, tu verras, sur ta droite, mais t'as des champignons gros. Ouais, comme ça. Des cèpes. Ah, j'en ai rapporté la semaine dernière à Josie. Oh, Josie, là, les cèpes. Elle nous a fait une omelette succulente. Bon, tu traverses. C'est en bas, t'as un pont qui passe. Mais écoute-moi, parce que c'est là que tout le monde se gourre. Tu vas arriver à une espèce de vieille fourche. Avec 4 routes. Toi surtout, mais surtout, tu prends bien celle du milieu. Et tu vas mollo, mais mollo niveau vitesse. Parce qu'au kilomètre 3, t'as une chicane super vicieuse. Eh oui, t'as 6 mois, t'as le fils de Jeannot, le facteur, qui s'est foutu en l'air. C'est le fils d'Éric. Qu'est-ce que tu dis? C'est le fils d'Éric. Il y a 6 mois, c'est le fils de Jeannot qui s'est planté. C'est le fils d'Éric, je te dis. Il y a 6 mois sur la chicane, tu vas le fils d'Éric. Excusez-moi là, vous avez le téléphone? Juste là. C'est à pièce. Oui, alors? Allô, Sylvie, c'est moi. Non, mais t'es où, là? Ouais, je t'ai pas appelé parce que je... Non, mais tu percutes que t'es pas allé chercher Justine? Et je sais que je suis pas allé chercher Justine. C'est pas possible. Pour une fois que je te demande un truc que t'es même pas capable d'assurer. Mais je J'en ai sais bien marre. que je suis pas capable de... Ça fait 6 ans que je te traite arrête, de je peux pas en placer une, là. c'est tout. Mais c'est incroyable ça. Mais tu sais Je veux quoi? pas te taire Tu de sais con. quoi? T'es un minable. Un minable de père, Laisse-moi un minable de parler. mari, un minable d'homme. Non, je ne veux plus t'écouter. C'est simple, je ne veux plus t'écouter. Voilà, c'est tout. Mais tu vas fermer ta gueule, putain. Allô? Sylvie? Allô? Oh putain! Bon, t'es où, là? Je sais pas, je suis paumé dans un bled à Goussainville. Nouzonville! Ouais, bref, Nouzonville. Je suis paumé dans les Ardennes. Tu es allé voir ton père? Mon père est mort. Il a fait une crise cardiaque. On m'a appelé ce matin, j'étais au boulot. Il est mort. C'est pour ça que je suis pas allé chercher Justine. Là, ça fait 2 heures que je tourne en rond, j'en peux plus, je suis en pleine forêt. Allô? Allô? Si tu mets pas de pièces, ça coupe après 1 minute. Bon, allez, pour Linchamp, viens, je t'explique. Monsieur Martin! Monsieur Martin! Monsieur Martin! Ouais. Vous êtes bien Monsieur Martin? Maître Favreau, on s'est eu au téléphone. Ok, vous avez les clés, j'aimerais rentrer là, s'il vous plaît. Oui, mais elles sont chez moi, j'habite en face. Et c'est pour ça que je vous ai vu par la fenêtre. Bon, on va pas rester cette nuit. Ma femme a dû nous préparer une petite boisson chaude. Venez avec moi. Ah, vous voilà. Joséphine, Monsieur Martin, Joséphine. Vous êtes arrivés enfin. Oh, qu'est-ce qu'il tombe! Installez-vous.
Je vais prendre votre... Non, ça va, merci. Non, vous êtes sûr? Ouais. C'est bon, Joséphine. Je viens d'en prendre un. C'est bon, Joséphine, ça ira. Merci. Tout d'abord, Monsieur Martin, toutes mes condoléances. Nous aimions beaucoup votre père. Vous avez un frère aîné également, un frère aîné, Henri. Henri, oui. Henri. Il habite aux États-Unis, je crois. Au Canada. Au Canada. Vous avez réussi à le joindre? Ouais. Tant mieux. J'ai bien connu votre père. Nous étions voisins, vous voyez. Ah, c'était un homme charmant. Un peu secret, mais on sentait un grand érudit. Il avait été journaliste par le passé avant de venir s'installer ici. Et c'était vraiment... Enfin, nous l'aimions beaucoup. Je ne sais pas quelle relation vous aviez avec lui. Je pense que vous le connaissiez mieux que moi. Bon, vous avez des clés. J'aimerais vraiment rentrer. Oui, mais non. Pas avant de faire la reconnaissance du corps, à l'hôpital, de Bonny. Bonny-sur-Meuse. Ah bon? Non, vous plaisantez. C'est une plaisanterie. Ah mais non, ce n'est pas une plaisanterie, c'est la procédure légale. Mais vous savez, c'est à 20 km à peine, je peux vous emmener si vous voulez. Non, mais à Bonny-sur-Meuse. Bon, écoutez, j'ai beaucoup roulé, je vous emmène. Eh bien oui, on ne peut pas investir la maison d'un défunt tant que l'identification du corps n'a pas été prononcée par un membre de la famille. Monsieur Martin? Ah non, c'est monsieur. Suivez-moi. Je vous attends en bas. Mademoiselle, vous pouvez rester. Il a l'air gentil. Il était très gentil. Tout le monde l'aimait. Comme mon frère, c'est des gens qu'on aime qui savent parler. Moi, je sais pas parler. Pourquoi il n'est pas là, votre frère? Henri, il est au Canada. Il est prof d'histoire. Et vous? Moi, je suis dans la restauration. Je suis pas comme eux. J'ai jamais été comme eux. Alors, le tout est de trouver la bonne clé. Je ne connais pas ce trousseau. C'est pas celle-ci. Oh, c'est pas celle-là. Heureusement qu'il ne peut plus. Hein. Bon, écoutez, si ce n'est pas celle-ci, c'est que je me suis trompé de trousseau. Ah si, voilà, entrez. Oula, et vous savez où se trouve la lumière? Non, c'est la première fois que je viens. Il s'est installé ici il y a 10 ans. Oh là là! Attendez, ne bougez pas. Voilà. Oh, et on se demande pourquoi d'ailleurs. Je savais votre père un grand lecteur, mais je ne soupçonnais pas un tel trésor. Alors ça, c'est un beau livre. Le Comte de Monte Cristo. Attendre espérer. Vous ne l'avez pas lu? Non, j'ai pas le temps de lire le livre. C'est une magnifique édition. Originale en plus, et paraphée. À Adélaïde qui se reconnaîtra. Permettez-moi juste de vous dire que ce soir, je ne suis pas le Premier ministre et vous n'êtes pas le Président de la République. Nous sommes deux candidats à égalité et qui se soumettent au jugement des Français, seul qui compte. S'il vous plaît. Vous me permettrez donc de vous appeler Monsieur Mitterrand. Mais vous avez tout à fait raison, Monsieur le Premier ministre. Bon, en ce qui concerne le testament de monsieur votre père, je ne peux vous en faire lecture tout de suite,
car votre frère n'est pas là. Mais je peux officieusement vous en délivrer une partie du contenu, car votre père m'en avait déjà beaucoup parlé avant d'en écrire la rédaction définitive. Ce ne sont pas que des bonnes nouvelles. Il y a surtout des dettes. Oh putain. Mais non, des petites dettes ici ou là, surtout à des libraires. Bah, très bien, on vendra la maison alors. Ah non, ce n'est pas possible ça. Votre père n'était pas propriétaire de la maison, il l'a louée. Bon, bah on vendra les livres. Il y a une dernière volonté. Oh quoi? On peut même pas vendre les bouquins? Mais non, les livres, vous en ferez ce que vous voudrez. Non, votre père a émis le souhait très vif d'être inhumé ici même à Linchamp. Quoi? Votre père désirait être enterré à Linchamp. À Linchamp? À Linchamp? Non mais à Linchamp ici? Alors, il n'y a à ma connaissance qu'un seul Linchamp en France. Hein. Non mais c'est n'importe quoi. Le caveau familial est dans le sud. Oh putain. Il y a un cimetière à Linchamp? Oh oui, nous avons un très joli cimetière, un peu à l'abandon, un modeste cimetière. Et qui s'en occupe? Ce serait Michel. Michel? Oh, Michel. Oh, un sacré personnage. C'est le fossoyeur de la commune. Il prend même bien soin également des tombes abandonnées. C'est un passionné. Bon, écoutez, je vais lui demander de vous appeler. Allô? Non. Allô? Allô? Bonsoir, c'est Michel. Michel Le Bourreux. Michel? Bah, Michel, oui, c'est Michel. Ah oui, Michel. Bon, il y a un problème, là. Pour votre père, il y a un problème. Non mais il est quelle heure? Le cimetière est plein, il est complet. Quoi? Le cimetière est complet? Ah bah vous savez, c'est un petit cimetière, il me faut 50 tombes à peine, et puis bah là, il n'y a plus de place. Putain, je fais comment, moi? Je fais quoi? Bon, écoutez, j'ai trouvé une solution. Rejoignez-moi au cimetière. Demain? Ah bah non, là, tout de suite, il pleut plus. C'est juste à côté de l'église. Il est quelle heure, là? Ah, tout de suite. Non, Michel! Attendez, Michel! Oh, putain! Oh. Monsieur Martin! Monsieur Martin! Bonsoir, Michel Le Bourreux, enchanté. On se tutoie, hein? Oh, ce que tu ressembles à ton père. Michel, la lampe, là. Allez, excuse-moi, allez, viens, c'est par là. Bonsoir, Madame Belsace. Bonsoir, Monsieur Legendre. Bonsoir, Madame Van der Bruges. Bonsoir, Monsieur Magenti. Ben, moi, je pense à Madame Belsace, toi. Tiens. T'as pas peur, j'espère, hein? Non, ça. Faut pas avoir peur, hein? Ce cimetière, c'est comme chez moi. Je sais, jusqu'au 19e siècle, les cimetières, c'était des lieux de vie. On faisait sécher son linge, on faisait pousser des fruits, on y dansait, on y forniquait même. Les prostituées, elles emmenaient leurs clients ici. Michel. C'est ton père qui m'a appris ça. À l'époque, les vivants, ils étaient en harmonie avec les morts. Et aujourd'hui, les morts, on les respecte trop, comme des pièces de musée. Ouais. Tiens, tu sais ce qui m'a appris d'autre, ton père? Au milieu du XVIIe siècle, il y avait un type qui s'appelait Jacques Duclos. Il était un bagnard, condamné à perpète. Et en 1666, la ville de Toulouse, qui ne trouvait pas de candidat pour devenir bourreau, a proposé à Jacques un marché. S'il devenait le bourreau officiel de la ville, on annulerait sa peine. Et il a accepté. Et Jacques Duclos, il est devenu Jacques le Bourreau, dit Jacques le Bourreux. Et le Bourreux, c'est mon nom. Michel le Bourreux. Et Jacques, c'est mon ancêtre. Ah ouais? Ouais. C'est ton père qui a trouvé ça dans ce bouquin. Et Michel, il a engendré une lignée de 15 bourreaux, 15 générations de le Bourreux. Du coup, toute ma famille s'est spécialisée dans les métiers de la mort. Les femmes étaient couseuses de linceul, ou ensevelisseuses, enfin, tu sais, celles qui nettoient les cadavres. Et les gars, bon, ils étaient porteurs à bras, menuisiers, croque-morts. C'était des gens pauvres, mais qui travaillaient dur. Et pendant la révolution industrielle, la famille Le Bourreux, on a même fait fortune.
Dans nos fonderies de Charleville, on y fabriquait de grandes croix en fonte qui se vendaient dans tous les cimetières de France. Et on a tout perdu. Tout ça, c'est ton père qui m'a appris. Avant, moi, dans les cimetières, j'étais un peu perdu. Et ton père, il m'a appris à accepter mon héritage et en être fier. Mon père était fossoyeur. Moi, je suis fossoyeur et j'en suis fier, mon pote. Et ce soir, je vais enfin pouvoir remercier ton père. Ah bah tiens, c'est celle-là. C'est la plus vieille tombe du village. Elle a plus de 100 ans, c'était sa préférée. A-N... Ante? Antes. A-N-T accent grave S. C'est pas un nom du coin, ça. Bon, ça fait 25 ans que je travaille ici, jamais personne n'est venu la fleurir. Alors, qui que soit monsieur Antes, ça fait belle lurette qu'il a plus de descendants. Alors, on va sortir la pierre tombale, on va sortir le cercueil, et on va l'enterrer à côté du cimetière. Mais non, Michel, on ne peut pas faire ça. Oh, je les connais bien, moi, les corps. Au bout de 100 ans, c'est plus que de la poussière et des os. Oh, il n'y a plus de place dans le cimetière de Longchamp. Mais bon, on va faire de la place à ton père. Allez, viens, mon pote, j'ai les pelles dans la mise. Oh, putain. Comment ça? Comment ça? Ils ont déterré un cercueil comme ça, en plein milieu de la nuit? Absolument. Ils ont allé chercher des pelles dans l'armée, ils ont poussé la pierre tombale, et ils ont commencé à creuser. La terre était humide, il faisait froid, mais l'effort les a vite réchauffés. Et puis, au bout d'une heure, ils touchaient le cercueil. Un cercueil magnifique, en chêne massif, orné de poignées en bronze. Bah, c'est bizarre, ça. Un cercueil de riche dans une tombe de pauvre. On s'en fout. On le sort, on le laisse. On le sort. En le soulevant, les deux hommes constatèrent immédiatement qu'il était anormalement lourd. Mais Michel, ils sont combien là-dedans? À tel point que l'un d'eux a lâché, le cercueil est tombé brusquement et s'est fracassé sur le sol. Ah, Michel, il y a quoi là-dedans? Bah, c'est pas possible. Quoi? Bah, c'est pas possible. Mais quoi? Bah, c'est rempli de livres. Des livres? Quoi? Des livres? Mais comment ça, des livres? Pourquoi des livres? Et puis d'abord, c'est qui cet Antes? C'est celui qui est enterré là ou c'est celui qui a mis les livres dedans? J'en sais rien, moi. Mais comment ça, vous en savez rien? Mais j'en sais rien, c'était des livres, la tombe était libre, on a enterré mon père. Mais les livres, ils les ont pas ouverts? Mettez-vous à ma place. Je venais de perdre mon père, j'étais en plein divorce, en train de creuser une tombe au milieu de la nuit, en pleine forêt des Ardennes. Moi, je croyais que c'était pas votre histoire. Je croyais que vous étiez le notaire. Le notaire? Ah non, non, non. Ah, Monsieur Martin, c'est vous? Ce type-là, c'est vous? Oui, c'est moi. Mais j'étais perdu. J'étais tourmenté. Je savais plus qui j'étais. J'étais un autre homme. Mais oui, c'est moi. Mais là, je suis fatigué. Je vais aller me coucher. Ah non, je veux savoir la suite. Mais pourquoi vous riez? Pourquoi vous riez? Parce que c'est Dumas. C'est Dumas. Dumas? Mais quel rapport avec Dumas? Tout à l'heure, vous étiez en train de me dire, oui, ça m'intéresse pas, je suis très mauvais public. Et là, vous êtes prêt à me déchiqueter pour avoir la suite. C'est la règle numéro 1 du roman feuilleton tel que l'a inventé Dumas. Le suspense de bas de page. Celui qui te fait acheter le journal du lendemain pour avoir la suite. Monte Cristo, Les Trois Mousquetaires, 20 ans après, On s'en fout de Dumas. Je veux savoir la suite. Bon, d'accord. Non mais des livres, mais quoi des livres? Et pourquoi des livres? Et comment des livres? Et puis c'est qui cet Antes? C'est celui qu'on a enterré ici ou celui qui a mis les livres dedans? J'en sais rien, moi. Non mais les livres, tu veux pas les ouvrir? Je m'en fous des livres. Je viens de perdre mon père. Je suis en plein divorce et on est là en plein milieu de la nuit en train de creuser une tombe dans la boue en espérant qu'il se remette pas à pleuvoir. Non mais les livres, ils ont peut-être plus de 100 ans. Mais je suis pas dans les mythes et les histoires, moi. Je viens de te dire que j'en ai rien à foutre des livres. Moi, je me lève le matin pour aller couper de la viande. Et quand je rentre le soir, j'ai qu'une seule envie. C'est me foutre dans le canapé, regarder la télé, parce que j'ai le dos cassé. Tu comprends? Le dos cassé. Bah alors quoi, on les jette? Mais prends-les, les livres, tiens. Ah non, non, c'est ton père qu'on va enterrer ici. C'est ton héritage, c'est ta tombe, c'est tes livres. Bon. On les met dans le coffre de la voiture. Ça marche? Ça marche. Et après, vous les avez lus, ces livres? Non. Non? Comment ça, non? Je suis rentré dormir. Et après? Après, j'ai enterré mon père, j'ai fait un grand ménage. Et le soir venu? D'abord, le soir n'est jamais venu, parce que quand je suis arrivé chez mon père, c'était presque le matin. J'ai dormi 3 heures, puis après, il a fallu appeler les pompes funèbres, organiser l'enterrement. Et puis, qui allait venir? Ma mère morte, ma femme, mon frère. Votre frère?
Ouais, c'est compliqué. Alors vous êtes rentré à Paris? Non, je ne suis jamais retourné à Paris. Et pourquoi? Parce que je ne suis jamais arrivé à Paris. J'ai pris la voiture, il faisait nuit, il pleuvait toujours, j'étais fatigué au bord de l'épuisement. Je me suis arrêté dans une station-service pour prendre un café, je suis revenu à la voiture, elle était pleine de livres. On n'avait pas pu tout mettre dans le coffre, il y en avait sur le siège passager. J'en ai pris un au hasard, je l'ai ouvert au milieu. C'était pas un livre, c'était un carnet, manuscrit. Et là, je suis rentré dans l'histoire. Enfin, nous touchons au but. La mort d'Abbès et Karim ne sera pas vaine. Devant moi se trouve la fontaine. Elle rayonne de simplicité. Plus tôt ce matin, nous nous sommes baignés dans le lac. Nous avons fait nos ablutions. Nous avons remercié le Tout-Puissant de nous accueillir au village. Les Français sont encore loin, je suis sereine. Nous avons au moins 3 jours devant nous. La fontaine est magnifique. La pierre est sculptée. Des ornements simples et purs. Elle est surmontée d'une forme oblongue et en liseré, entourant le rebord. Je peux distinguer l'arbre calice. Nous avons longuement contemplé la fontaine. Puis un homme sans âge, à la haute stature, nous a fait signe d'entrer dans sa maison. Il semblait nous attendre. Il semblait nous connaître. Le trésor des sacs de Bourville est ici. Après un voyage de 10 ans, après une quête qui m'a menée aux confins de ce monde nouveau, je touche au but. Nous touchons au but. Les Français sont encore loin derrière. Les Prussiens ne savent pas que nous sommes en Alger. Nous sommes les premiers à atteindre la fontaine de Sidi Zouaoui. Sidi Zouaoui? Vous connaissez? Sidi Zouaoui en Algérie? Oui, vous connaissez? C'est un village, il y a quelques maisons, un lac. C'est loin d'ici? Non, enfin 50 km. Bon, je peux y être en 1 heure. Pas plus. Comment je fais pour y aller? Alors vous remontez la route d'Aïn Tagrout, ensuite vous passez par Benina, après c'est de la piste. Oh, je suis en jeep, j'y vais. Attendez. Quoi? La suite de l'histoire. Non, toi y aller. Combien je vous dois pour la chambre, rien, le repas? Rien. Mais la suite de l'histoire. Non, je suis désolé, il faut vraiment que j'y aille. S'il vous plaît. Alors, je viens avec vous. Ah. Et votre fille? Jeanne, je viens aussi. Eh ben parfait, nous sommes de retour dans 3 heures. Monte à l'arrière, Jeanne. Ouvre le coffre. Et après? Après, j'étais harponné, je me demandais ce que c'était que ce cahier. Alors j'ai regardé la date. 1832. 1832? 1832. C'est le début de l'invasion française en Algérie. Alors j'ai regardé les autres cahiers. Les autres livres, c'était tous des cahiers manuscrits. J'ai regardé la même écriture, une femme, une vie entière racontée dans ces carnets. Et comment s'appelle-t-elle? Alors j'ai regardé les dates à chaque début de carnet et j'ai trouvé le premier. Le 17 mai 1822. On est le 17 mai. C'était il y a 150 ans. Ah non, plus. 179 ans. 179 ans. C'était encore en Algérie? Qu'est-ce que je fais? Tourne à gauche, là? Non, tout droit, tout droit. Ah, d'accord, tout droit. Qu'est-ce que je disais? Le premier carnet. Ah oui, le premier carnet. Alors, je l'ai pris avec moi, je suis retourné à la station-service, je me suis pris à manger, je me suis installé, et j'ai ouvert le premier carnet. Le 17 mai 1822. Aujourd'hui, j'ai rencontré l'homme qui m'a donné envie d'écrire. Pourquoi ici? Pourquoi maintenant? Après tout, cela semble évident. C'est ici que tout commence. C'est ici, dans cette diligence. Le temps est médiocre. Il pleut à grosses larmes. Les routes sont boueuses. L'intérieur est humide. Mais mon cœur, enivré de tant de sensations nouvelles, fait des bonds majestueux et fait résonner ma poitrine si fort que je l'entends et cache mon trouble à grand-peine. Villers-Cotterêts, Villers-Cotterêts, a crié le cocher. Un homme est monté. Nous sommes 2 dans la diligence qui m'emmène vers le commencement de tout. Vous allez trouver cavalier ce moyen d'entamer la conversation, mais je ne peux m'empêcher de remarquer que vous voyagez seul. Vous êtes fin observateur. Pardonnez-moi. C'est juste que je suis si heureux de voyager en compagnie d'une jeune femme que ma bouche parle avant même que ma tête ne lui en donne la permission. Mais parlez, j'aime à entendre. Il y a beaucoup de gens dont la facilité de parler ne vient que de l'impuissance de se taire. C'est joli, mais ce n'est pas de vous. Non. Savinien Cyrano de Bergerac. Parfaitement. Et je rajouterais même que ce n'est pas de lui non plus. Ah. Car Sénèque disait déjà,
Celui qui ne sait pas se taire, il ne sait pas non plus parler. Et La Fontaine de conclure, il est bon de parler et meilleur de se taire. Alors, si tous font tant l'éloge du silence, pourquoi est-il si bon de parler? Ah, c'est un vaste sujet, monsieur, sur lequel j'ai, si vous le permettez, une théorie que j'ai eu loisir de développer. Rien ne me ferait plus plaisir que de l'écouter. Ma théorie est simple. La vie est un récit. Poursuivez. La vie est un récit. Et chaque vie, chaque récit, sont eux-mêmes composés de plusieurs récits, d'une multitude, d'une infinité de récits. Tout est fiction. Tout? Tout. Et en ce monde, celui qui détient l'information, celui qui détient les clés du récit, celui qui sait mieux que les autres raconter une histoire, devient le maître. Peu importe les titres de noblesse, les privilèges. L'homme qui raconte bien peut lever des armées et embraser des nations. Embraser des nations. Un jour viendra, vous verrez, où l'information sera totale et immédiate. Un jour viendra où l'être humain sera noyé par un flot incessant d'informations, car il sera relié à tous les êtres humains de la Terre. La presse remplira bientôt cet office. Et qui contrôlera la presse, contrôlera le monde. Pensez donc, s'il existait quelqu'un capable de raconter des histoires si extraordinaires qu'1 chapitre seulement paraîtrait chaque matin, et ce chapitre serait si passionnant que l'on devrait acheter le journal suivant pour connaître la suite. Et l'on serait alors lié aux nouvelles que colporterait ce journal. Et alors on pourrait faire croire n'importe quelle ineptie aux hommes. Et les hommes iraient jusqu'à prendre les armes et s'entretuer. Car lorsqu'ils veulent être libres, ils n'ont pas d'autre façon de faire entendre leur voix que de tuer et de mourir. Ben vous voilà bien sombre. C'est que je porte des siècles de douleur, et c'est un lourd fardeau. Mais vous, qui êtes-vous? Quel âge avez-vous? Vous montez à Paris pour la première fois? Beaucoup de questions d'un seul coup. Eh bien, je suis, ma foi, fort peu de choses, à vrai dire. Fils d'un général d'armée à la brillante carrière militaire, je ne suis qu'un petit sot de ruisseau. J'ai 20 ans, et je monte à Paris pour être clerc de notaire. Et pourquoi pas écrire moi-même un vaudeville ou deux. L'ambition ne vous dévore pas. En faut-il un homme pour être heureux? Vous devez bien nourrir en vous au moins une passion dévastatrice. Peut-être. J'aime, mais vous allez penser que je vous dis ça pour vous plaire, mais j'aime raconter des histoires. Ah oui, c'est drôle, effectivement. Je suis moi-même un piètre aventurier, mais j'aimerais faire voyager des centaines, des milliers de personnes, en les emmenant avec moi dans une immense épopée littéraire. Vous aimez le théâtre? Ah bah par la lecture, oui. Shakespeare, Molière, Goltoni, Marivaux, j'en ai usé des volumes entiers. Il ne me manque que d'en avoir vu. Ah, bah vous verrez, à Paris, vous serez nourri. Il paraît. Dites-moi, votre père, Oui. Vous dites qu'il a servi dans les armes. S'il s'est illustré, ce devait être pendant... Pendant la Révolution, bien sûr. Mon père était un grand républicain. Bien sûr. Vos yeux partent à nouveau dans le vague. Que veulent-ils dire? Jeune homme, nous ne nous connaissons pas. Et je puis vous affirmer sans rire ni trembler que passé cette nuit, nous ne nous reverrons jamais. Je porte une histoire que je n'ai jamais racontée à quiconque et qui me pèse comme un fardeau. Je vais vous la raconter. Mais après vous, elle n'ira plus nulle part. Et vous devez me promettre, sur ce que vous avez de plus cher au monde, que jamais vous n'en écrirez une ligne, ni n'en parlerez à une autre âme humaine. Je serais un grand bien scélérat si je trahissais une parole donnée à une femme. Vous le jurez donc? Bah, sur ma vie, sur ma mère, sur mes futurs enfants, je le jure, mais racontez quelle est donc cette histoire. C'est la mienne. Je suis née le 17 mai 1792. Le 25 avril avait lieu la première exécution à la guillotine. On murmure que cette invention fut financée par les ennemis de ma famille. À ma naissance, on me fit évader. Je fus remise à un maître d'armes et une nourrice qui me portèrent à cheval jusqu'à un petit castillon, caché dans les collines de la forêt ardennaise. En cas d'invasion, il était prévu de me faire passer au royaume de Prusse. Mais personne ne vint nous chercher. Je grandis dans ce château, élevé par les livres et par la nature. Quelle est donc votre famille? Une famille aussi noble qu'illustre. Un nom qui aujourd'hui ne résonne plus aux oreilles des gens que dans les légendes et les chansons. Je suis Adélaïde, Edmond de Saxe de Bourville, dernière descendante vivante des Saxe de Bourville. Permettez-moi d'en douter. Et doutez si vous voulez, doutez tout votre sou. Mais gardez votre langue. C'est pour moi un tel soulagement de pouvoir le dire enfin. Ma famille a vécu, ma famille a existé. Mon père, ma mère, mes cousins, ma tante, ils ont tous été guillotinés et jetés dans la fosse commune.
et toute trace d'eux a été détruite. Mais ils avaient vécu et préservé l'essentiel, du moins je l'espère. J'ai grandi dans ce château. J'ai lu les innombrables livres de ma famille. Et lorsque j'avais fini de lire ces livres, je les ai relus. Et relus. Et relus. Mon maître d'armes est mort le premier. Ma nourrice est morte il y a 3 jours. Je l'ai enterrée au bourg voisin. Et me voilà en route pour Paris. J'ai 30 ans aujourd'hui. Et aujourd'hui commence ma vie. Adélaïde Edmond de Saxe de Bourville. Ne prononcez plus ce nom. Lorsque j'aurai posé un pied hors de cette voiture, je serai devenu quelqu'un d'autre. Il me faut un nouveau nom, monsieur le romancier. Le prénom, je le garde. C'était celui de ma mère et de la mère de ma mère. Le nom, je vous laisse l'inventer. Il vous faut un nom simple, un nom d'aventurière. Oui. Un nom anglais peut-être. Ah non, non, l'Angleterre ne me tente pas et je n'ai pas l'air d'une anglaise. Espagnol alors. Ah, mieux. Montoya, Ferreira, Montes. Plus simple encore. Antes. 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 A-N-T-E accent grave S. On arrive après. Adélaïde Antes. Vous devriez l'écrire, vous savez. Cette histoire, votre histoire. Mon passé ne m'appartient plus. Alors écrivez l'avenir. Écrivez-moi. Oh, je ne sais pas, je ne peux rien vous promettre. Ne promettez rien. Je travaille chez Maître Monceau, rue de Wagram à Paris. J'attendrai de vos nouvelles. Adélaïde Antes. Et votre nom à vous? Alexandre. Alexandre Dumas. Alexandre Dumas. Allô? 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 Henri? Martin? Tu vas bien? Bah putain, Martin. Ça va. Ça doit faire 10 ans, mais ça va. Allô? Allô? Papa est mort. Il a fait une crise cardiaque. Ils m'ont appelé, je suis allé reconnaître le corps. C'est qui, chérie? C'est pour moi. Je l'ai enterré. Et pourquoi c'est toi qu'ils ont appelé? Mais je sais pas, c'est moi, c'est tout. Il est enterré à Lynchon. Et il nous lègue des dettes. Ne vends pas les livres. D'accord. 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 Et la maison? On en reparlera. On en reparlera. Oui, on en reparlera. Et toi, ça va? On en reparlera. Bon, bah, je te laisse. Moi aussi. Ah, en fait, ouais. Il avait quel âge, Alexandre Dumas, en 1822? Tu me poses une colle, là. Non, c'est parce que je lisais un bouquin. Toi, tu lis un bouquin. Ok, Attends. En 1822, Dumas, il a 20 ans. C'est l'année où il monte à Paris. Et il vient d'où? Villers-Cotterêts, il me semble. Allô? Allô? Ouais, merci. Et enfin, une dernière chose. Ouais? Ça te dit quelque chose, Saxe de Bourville? Où est-ce que t'as entendu ce nom? Je sais pas, je l'ai entendu. T'as fouillé dans les papiers de papa. Mais non, j'ai dû l'entendre à la télé ou à la radio. Saxe de Bourville. Ouais, Saxe de Bourville. C'est une légende. Une grande famille de vieille noblesse française qui aurait possédé un trésor gigantesque. Un trésor? Une fortune à la Monte Cristo, tiens. Un trésor? C'est une légende. Ils auraient supposément tous été guillotinés sous la terreur, mais on n'a aucune trace écrite de leur existence. C'est une histoire, quoi. Et c'est juste une histoire. Vous vous appelez Martin? Oui, et mon frère s'appelle Henri. Henri Martin, comme au Monopoly. Non, mes parents avaient beaucoup d'humour. Et après? Après, j'étais bouleversé, conquis, transporté. Je voulais savoir la suite. Alors, je suis retourné à la voiture pour prendre le carnet suivant, mais la voiture avait été... Attendez, le panneau, là, c'est quoi? Si, dis oui, on est arrivé. Et la voiture, quoi, la voiture? Alors, je me gare. Et Dumas? Elle a vraiment rencontré Dumas? Je me gare. Quand vous êtes arrivé tout à l'heure, vous avez parlé de Dumas. Vous aviez déjà l'intention de me raconter cette histoire? Regardez,
Regardez, la fontaine. La pierre est sculptée, des ornements simples et purs. Elle est surmontée d'une forme oblongue, et en liseré, entourant le rebord, je peux distinguer l'arbre calice. Nous avons longuement contemplé la fontaine, puis un homme sans âge, à la haute stature, nous a fait signe d'entrer dans sa maison. Attendez, mais c'est ma voiture, ça? Non, 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 c'est ma voiture. Excusez-moi. Vous êtes le propriétaire du véhicule, monsieur? Oui, je suis désolé, je me suis mal garé, je vais la déplacer. C'est une voiture volée. Quoi? Il y a une plainte déposée, la voiture est enregistrée aux voitures volées. Ah non, c'est impossible, je l'ai acheté à un ami. Et comment s'appelle votre ami? Ok, j'ai pas le temps, je peux juste récupérer mes affaires. C'est une voiture volée, monsieur. Vous allez passer la nuit en garde à vue. Ah putain, de la garde à vue. Ok, je peux au moins récupérer mes affaires? Vos affaires seront consignées et resteront au dépôt avec la voiture. Je peux avoir votre carte d'identité et les papiers du véhicule. Je suis parti précipitamment de Paris, j'ai oublié les papiers là-bas. Carte d'identité, s'il vous plaît. Elle est dans la voiture. Alors je me suis penché dans la voiture pour prendre ma carte d'identité, et avant que le policier me prenne le bras pour m'emmener au poste, j'ai eu le temps de prendre un des carnets, au hasard, de le cacher sous mon manteau, mais sans savoir duquel il s'agissait. Et vous êtes allé en garde à vue? Oui, un Rethel, très joli petit poste de police. Et cette voiture, vous l'aviez volée? Oh, putain, c'est chaud. Choukram, c'est ça? En berbère, on dit Sarah. Sarah. Sarah beaucoup. Il dit que vous êtes le premier étranger à venir contempler cette fontaine depuis 6 générations. Ah. Il sait depuis quand date la fontaine? Du Moyen-Âge. Du Moyen-Âge? Et c'est le Biyin Benouha. Elle a été construite par les croisés. Les croisés sont venus jusqu'ici. Et il dit que le dernier étranger à être venu ici était une femme. Son ancêtre l'a accueillie. Et elle parlait arabe comme une arabe. Flous. Elle a donné de l'argent à son ancêtre. Pourquoi? Pour creuser autour de la fontaine. Et ils ont trouvé quelque chose? Comme Raja? Il ne sait pas. Et puis quelques années plus tard, la femme est revenue. Raja? Elle a amené un objet. Quel objet? Un tableau. Un tableau? Et il l'a toujours, ce tableau? On n'a jamais de chauffard. Un tableau. Oh, il est magnifique. Une date à 1832. Oh, c'est un très beau tableau. L'homme au turban, là, c'est son ancêtre. Et cette femme? Adélaïde. Comme elle est pâle. Mais qui a bien pu peindre ce tableau? Ah, il y a une signature là. De là. De l'eau. De l'eau. Portons-le au soleil. Eugène, s'il vous plaît, y en a-t-il encore pour longtemps? Un instant, ma chère. Rome ne s'est pas faite en un jour. Ni détruite. Et que dites-vous? Vous êtes sûr de ne pas avoir été suivi? Il me croit sans doute dans un de ces bordels d'Alger. Je ne vous ai pas encore remercié, au fait, si vous n'étiez pas intervenu dans ce différend. Vous maîtrisez la langue arabe avec une aisance qui m'a confondu. Les livres et les salons n'apprennent pas tout. C'est tout de même un hasard extraordinaire que vous me trouviez alors que je vous cherchais. Le hasard n'existe pas. Ici, on dit Mektoub, le destin. Et qu'avez-vous trouvé au pied de cette fontaine? Rien. Quelques mots gravés dans la pierre. Lesquels? Ils ne vous diront rien, c'est du grec. Gnosis esti pegetes zoes. Le savoir est la source de la vie. Vous savez le grec? Je l'ai appris dans les livres et dans les salons. Le savoir est la source de la vie. C'est joli. Et rien d'autre? Pas de trésor d'aucune sorte? Non. Vous êtes souffrante? C'est le soleil. Vous avez fini? Bientôt. Quel paysage extraordinaire et quel silence!
Le vide et le silence font la beauté de ce pays. C'est à se demander ce que les Français sont venus piller. On ne peut pas voler le désert. Non. J'ai fini votre croquis. Ah, montrez-moi. Tenez, j'ai inscrit votre phrase, ce sera le titre. Le savoir est source de vie. Ah non, effacez-la, je vous prie. C'est un bon titre. Effacez-la. Et en échange, je vous donnerai un conseil. L'année dernière, vous aviez présenté un tableau au salon officiel. La liberté. Non, c'était un nom plus long, je crois. La liberté guidant le peuple. Celui-là, oui. Reprenez-le. Éveillez sur lui avec l'attention d'un père pour son fils. Ah, ce n'est pas mon préféré. Un jour, ce tableau, cette image, dépassera votre avis et sera le symbole d'une nation. Bien plus qu'une nation, d'un idéal. Un idéal. Il représente l'unique justification valable de la guerre, la conquête de la liberté. Et en connaissez-vous d'autres? Eugène, de tout temps, la guerre n'a été déclarée que pour des raisons haineuses, avides ou absurdes. Cette guerre même dans laquelle nous nous trouvons, cette conquête meurtrière, s'est décidée dans une nuit, dans un petit salon du Palais Royal, la nuit de la Saint-Sylvestre 1830. Mais enfin, vous plaisantez. J'y étais, moi, cette nuit-là, au Palais Royal. Mais pourquoi croyez-vous qu'Alexandre vous a envoyé à ma rencontre? Alexandre? Alexandre, mais regarde, Chateaubriand, Stendhal, Lamartine. Si nous manœuvrons bien, c'est la gloire et la fortune qui nous attendent. La gloire et la fortune. Et parfaitement, séduit la bonne protectrice, fait rire le bon baron, et c'est une bourse ou un théâtre qui s'ouvrira à tous. Nous sommes à la cour. Il y a même le jeune Victor Hugo. Hugo. Tu le vaux 20 fois. Ah non, 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 non. Il a dans ses écrits une intelligence que je n'ai pas. Il n'est qu'un penseur. Un écrivain, un vrai. D'accord, tu es un amuseur, un raconteur, mais nous sommes des jouisseurs, non? Laisse-lui l'intelligence. On dit que le roi va peut-être passer. Je me fiche bien du roi, Eugène. Tu as encore reçu un carnet? Une lettre, cette fois. Alexandre, tu es amoureux d'une chimère. D'abord, elle est vieille, elle a 40 ans. 38. Ensuite, tu ne l'as vue qu'une seule fois. Tu ne l'as même pas connue, hein, bibliquement. Je la connais mieux que ça. Je la connais intimement. Elle me raconte ses voyages, ses pensées, ses envies, ses doutes. Elle a tout fait, Eugène. Elle a traversé la Chine, les Indes, les Amériques. Elle a frôlé 20 fois la mort. Et 20 fois, j'ai tremblé pour elle. Monsieur Dumas tremble pour une invention. Mais qui te dit que ne t'écrit pas ce lettre? De Bretagne, bien au chaud dans un fauteuil. Elle a rencontré sur sa route un certain Pierre Picot. Tu en as entendu parler? Mais fiction sans doute. Un roman extraordinaire. Un cordonnier envoyé en prison suite à la conspiration de ses prétendus amis. Il y reste 7 ans. 7 ans. Se lie d'amitié avec un prêtre italien voisin de cellule qui, à sa mort, lui lègue une fortune colossale. Extraordinaire, non? L'a-t-elle au moins trouvé, son trésor, ton Adélaïde? Moins fort, Eugène. Alexandre. J'ai de la peine à te voir comme ça. Une bonne fois pour toutes, le trésor de Saxe de Bourville est un mythe. Les Saxe de Bourville eux-mêmes sont un mythe. Ne prononce pas ce nom ici. Saxe de Bourville, Saxe de Bourville, Saxe de Bourville. C'est la fête, Alexandre, tout le monde s'en fiche comme d'une guise. Eugène. Le champagne rend sourd. Bonne année, bonne année, bonne année. Bonne année, Alexandre. 1830 sera une année de paix. Une belle année de paix, je te le dis. Monsieur Dumas? Oui, c'est moi. Vous êtes prié de rejoindre le petit salon au fond du couloir à droite. On vous y attend. La gloire et la fortune, Alexandre. Entrez, monsieur Dumas. Asseyez-vous. Puis-je vous proposer un rafraîchissement? Merci, j'ai assez bu. Votre ami parle beaucoup, et un peu fort. Eugène, lui aussi, a assez bu. Tant mieux. Ce soir, c'est réveillon, n'est-ce pas? Et puis, nous sommes entre gens de bonne compagnie, comme votre ami, Ferdinand Victor Eugène de la Croix, fils de on ne sait trop qui, même si certaines rumeurs évoquent le prince Talleyrand. Et vous? Et moi? Alexandre Dumas, fils de... Thomas Alexandre David de la Pailleterie, dit général Dumas.
Général Dumas. Ah oui, votre père était un nègre, il me semble. Mon père était un mulâtre. Mon grand-père était un nègre. Et mon arrière-grand-père était un singe. Vous voyez, ma famille commence là où la vôtre finit. Eh bien moi, je suis Jules Auguste Armand de Polignac, comte de Polignac et prince du Saint-Empire. Et ce sont des gens comme votre père qui nous pourchassèrent et nous massacrèrent. Mais nous savions, voyez, nous savions que la République n'était que passagère. Chaque peuple a besoin d'un roi pour le gouverner, et chaque roi a besoin d'une éminence grise pour gouverner à sa place, tandis qu'il chasse et courtise les servantes. Je suis cette éminence. En ce jour de l'an 1830, je suis le Premier ministre du Royaume de France. Et vous n'êtes rien. D'un simple claquement de doigts, je peux vous faire disparaître de la surface de ce monde et personne ne s'en apercevra. Alors je vous en prie, rasseyez-vous. Que savez-vous des Saxes de Bourville? Ne perdez pas de temps à nier. Tout ce qui se dit dans ce palais m'est immédiatement rapporté. Je sais qu'il s'agit d'une légende. Laissez-moi vous raconter cette histoire. Ma mère, au cas où vous l'ignorez, était Yolande de Polastron, duchesse de Polignac. Elle était également l'amie intime de Marie-Antoinette d'Autriche, reine de France. C'était un après-midi de mai, en 1778. Ma mère et la reine, alors deux jeunes femmes, avaient pour coutume et pour leur bon plaisir de parcourir, déguisées bien sûr et sans escorte, les bois et les campagnes. Rentrons, Majesté, la nuit est en train de tomber. Savez-vous bien le chemin, Yolande? Je le crois, oui. Je n'en suis pas si sûre. Bon, ce devait être par ici. Yolande? Oh, Majesté, êtes-vous bien? Je ne sais pas. Majesté! Majesté! Mais réveillez-vous! Oh là, quelqu'un! Quelqu'un! Ma mère était terrifiée. Puis tout à coup, un homme est apparu, seul. Quelqu'un! Que se passe-t-il ici? Ah, monsieur, aidez-nous, la reine est évanouie. La reine? Pouvez-vous la porter jusqu'au château? La reine, oui, secourez-la, s'il vous plaît. Non, inutile de la porter, elle respire. Comment sauriez-vous ce qui est bon ou pas? Buvez, madame. Madame, monsieur, pour ce madame, un cachot pourrait vous attendre. Excusez-vous, je vous prie. Allez-vous mieux? Oh, oui, merci. Par quel hasard mystérieux vous trouviez-vous dans ces bois, monsieur? Ni le hasard, madame. Les terres sur lesquelles vous êtes m'appartiennent. Je méditais près d'un cours d'eau quand j'ai entendu vos cris. Vous êtes... Sentez-vous fatigué ces derniers temps? Oui, tous les jours l'après-midi. Votre appétit? Variable. Vous mettez-vous souvent en colère? Oui, plus que d'accoutumée. Mais, avant que de repartir, défaites un peu le corset, il comprime la poitrine et induit l'évanouissement. Et vous êtes donc médecin? De quel mal souffre la reine? Oh, elle ne souffre de rien, mais dans quelques mois, le royaume de France aura un héritier ou une héritière. Mesdames? Encore ce mesdames, mais quelle impolitesse! Mais est-ce possible? Vous n'en croyez rien, Altesse, cet homme affabule. Yolande, chaque prédiction de cet homme s'est révélée exacte. Et vous le connaissez donc? C'est un homme qui m'effraie autant qu'il me fascine. On le dit médecin, thaumaturge, sorcier et immortel. Et quel est son nom? Il en possède plusieurs. Chevalier de la Sainte-Croix, Joseph Balsamo... Mais les espions de Louis connaissent son véritable nom, Frédéric de Saxe de Bourville. Frédéric de Saxe de Bourville. Ce nom ne vous est pas inconnu, apparemment. Je croyais appartenir aux légendes de mon enfance. Mais avançons, Majesté, avançons. Non, contez-moi votre légende en desserrant mon corset. Bien, mais pardonnez-en les imprécisions. Je la tiens du père de mon père. Il y a de cela 7 siècles, l'Église mandait du soutien à travers toute l'Europe pour reconquérir la Terre Sainte. Ce fut alors qu'un roturier nommé Guillaume leva sur ses propres deniers
une armée qui rejoignit Godefroy de Bouillon. Une armée de 4000 hommes. 4000 hommes. Au cœur de cette armée avançait sur des roues de métal un chariot au poids égal à 4 ou 5 de leurs catapultes. Et que contenait-il, ce chariot? Un trésor immense. De l'or, des diamants, des rubis, des perles. Des perles? Et d'où venait-il, ce trésor? Ah, je ne sais. Ils atteignèrent Jérusalem et participèrent activement à la prise de la ville. La nuit qui suivit la victoire, le chariot, le trésor et les 4000 hommes s'évanouirent corps et âme dans les terres almoravides. Attendez, Yolande. C'est ce trésor dont Louis me parle sans cesse, perdu quelque part entre Jérusalem et Gibraltar. Un trésor que les rois de France ont cherché pendant 3 siècles. J'ignorais cela. Et ce Guillaume, ce roturier? Lui et sa descendance restèrent invisibles pendant plusieurs générations. Et puis ils réapparurent en 1348, aussi soudainement qu'ils avaient disparu. Ils avaient acquis des terres bénies, un nouveau nom, une double particule. Vous voulez dire que ce Frédéric... Oui, ce Frédéric de Salles de Bourville est le descendant de ce Guillaume qui perdit 4000 hommes à Jérusalem en l'espace d'une seule nuit. Mais avançons, Majesté, avançons, la nuit va tomber. Et ce trésor, monsieur Dumas, ce trésor dort encore sous la terre. Je n'y vois qu'une légende. Les Saxes de Bourville ont encouragé et fomenté tous ces mouvements de rébellion. Lorsque ma mère, exilée à Vienne, apprit que la reine avait été guillotinée, elle se laissa mourir de chagrin. Comprenez que je tiens cette famille pour responsable de la chute de la mienne. Donnez-moi cette lettre. Je ne vois pas de quoi vous parlez. Donnez-moi cette lettre, ou je vous ferai fusiller. Et bien à la chercher moi-même sur votre petit cadavre républicain. Ceci est mon royaume, monsieur le fils de nègre, et vous n'y êtes qu'une poussière sur mes bottes. En Algérie. Le trésor des Saxes de Bourville se trouve en Algérie. Louis! Mon cher Louis, voici Alexandre Dumas, vaudevilliste. Monsieur Dumas, je vous présente Louis de Beaumont, ministre de la guerre. Vous ne profitez pas de la fête, Jules? Mieux, j'en prépare une autre. Louis, combien avons-nous d'hommes prêts à combattre? Je dirais 30 000, 35 000 en mobilisant. Et la flotte? Environ 500 bâtiments. En combien de temps pouvons-nous mobiliser? 1 mois. Arrêtez la voiture. Pardon? Arrêtez la voiture. Vous êtes en train de me dire 132 ans de bataille, de massacre pour un trésor? Oh. Pour une histoire? C'est un avion là-bas? Les croisades, la révolution et quoi après, le pape? Il y a un aéroport ici? C'est juste une petite piste pour un avion de tourisme. Non mais vous trouvez pas ça un peu gros? Ah ben je vous demande pas de me croire. Hein. Et le carnet, vous l'avez ouvert? C'est le propriétaire de l'avion là-bas, comment s'appelle-t-il? Mokhtar. Et la voiture, vous l'avez retrouvée? Oui, enfin non, c'est une histoire compliquée. Monsieur Mokhtar? Bonjour, je m'appelle Martin. Attendez. Allô? Sylvie? C'est moi. Attends, raccroche pas. S'il te plaît, raccroche pas. J'ai le droit qu'à un seul coup de fil et je pourrais pas te rappeler. Bon, je voulais seulement te dire 3 choses. La première, c'est que je t'ai aidé. Et j'ai tout fait pour être le père que Justine méritait, mais je suis pas son père. Je sais pas faire, j'y arrive pas. Et je sais aussi que sans moi, vous saurez mieux. Bon, écoute-moi, Sylvie. Je vais essayer d'être le plus concis possible. Avant de te rencontrer, j'ai fait pas mal de conneries. Je buvais beaucoup, j'ai volé des voitures, j'ai même fait un peu de prison. Pas grand-chose, mais assez pour me retrouver tout seul. Et c'est là que je t'ai rencontré. Et sans toi, honnêtement, je sais pas où je serais aujourd'hui. Mais là, je suis au poste, dans les Ardennes. Ils m'ont confisqué les bagnoles. Et comme tu sais, la bagnole, je l'avais achetée à Julien. Et Julien, il l'avait volée. Et ça, putain, je le savais. Ça s'appelle du recel. Ça s'appelle une récidive. Et je risque de faire 1 an de prison.
Et je peux pas. Je peux pas faire un an de prison. Alors je pars. Je sais pas où, je sais pas quand je reviendrai, mais demain, je passe la frontière. Ah, on me fait signe de raccrocher. Alors je te demande pardon. Pardon d'avoir été ton boulet. Il aurait fallu que j'enterre mon père pour comprendre, mais il est temps maintenant que je me débrouille tout seul. Dis à Justine que je l'aime, ou trouve un truc, mais lui dis pas que je vais quitter. Ah, un dernier truc. Je te piquais 5000 francs. Fermez les portières, là, je voudrais essayer le moteur. 5000 francs? Oui, oh, 5000 francs de 1988, c'est pas une somme en dinars, ça ferait... Et Justine, ce n'était pas votre fille? Si je multiplie par 100... Non, c'était celle de Sylvie. Enfin, le lendemain, j'ai quitté la France. Qu'est-ce que vous faites? Oh, rien, j'ai négocié de faire un petit tour du site, je paye l'atterrissage. Attendez, vous lui avez parlé 5 minutes et il vous confie son avion. S'il y a une chose que je crois savoir faire dans la vie, c'est raconter des histoires. Et vous savez piloter? Oui, j'ai pris quelques cours par correspondance. Check. Maman, j'ai peur. Et puis je vais laisser la Jeep en caution. Maman, laissez-nous descendre. Ah bah non, là il n'en est pas question parce que le moteur est en route. Et les ceintures de sécurité alors. Enfin, le lendemain j'ai quitté la France. Concentrez-vous sur l'avion. Maman. Oh mais vous inquiétez pas, j'ai déjà fait ça plein de fois. Combien de fois? Au moins 2. Vous avez pensé à sortir le rétro? Le rétro? Attention, je mets les gaz. Quel rétro? Je plaisante. Et ben voilà, les doigts dans le nez. Il y a Mokhtar qui fait des grands signes en bas. Il a pas l'air très content, hein? Ah oui, parce que je lui ai peut-être dit qu'on allait vers le sud. Pourquoi? On va où là? À Alger. Alger? Oui, je dois y faire un saut rapide, je vous ramène après. Et la Jeep? Je l'avais louée. Allez, détendez-vous, profitez du paysage, il y en a pour 2 heures, 3 heures maximum. Donc je vous disais que le lendemain, j'ai quitté la France. Pour aller où? Sur les traces d'Adélaïde. Et le carnet, vous l'avez lu? La Chine, l'Afrique, l'Asie. Et puis? Et puis 5 ans plus tard, un jour de 1994, j'ai débarqué au Canada. Lucie, tu vas ouvrir? Lucie? Tu quoi? Mais c'est quoi ça? Est-ce que quelqu'un peut m'expliquer comment on peut parler à un ordinateur? Véronique, c'est sûrement pour toi, non? Elle m'a dit qu'elle était pour passer à l'espace. C'est la même chose? Bon, voilà. Lucie hésite entre danseuse étoile, star à Hollywood ou prof de philo. On essaye de l'orienter subtilement vers la 3e option. T'as toujours pas d'accent. Non, je sais. Ici, on m'appelle le français. T'as l'air détendu, mon Martin. Dis-moi, t'as rencontré une femme? Ouais, d'une certaine manière. Enfin, elle est morte. Quoi? Non mais, elle était déjà morte quand je l'ai rencontrée. Enfin bref, t'es descendu voir le père? J'ai payé les dettes. Ah, merci, je suis pas... T'en fais pas, j'ai racheté la maison. Non. Mais comme je ne savais pas quoi faire de ces putains de livres, alors je les ai laissés là. Et comme ça, si t'as envie d'y retourner un jour. Dis-moi, t'étais où toi pendant 6 ans? Un peu partout. Je m'emplissais. Tu picolais? Mais non. Je lisais, j'apprenais, j'étudiais. Je t'en ai déjà parlé. J'enquête sur une famille qui aurait vécu du Moyen-Âge à la Révolution. Saxe-Pourville, mais c'est une obsession. Non, mais j'ai toutes les raisons de croire que papa... C'est une légende, t'es vraiment le fils de ton père, toi. Oh, putain, pourquoi tu dis ça? Mais enquêter sur légende, c'est tout papa, ça. Pourquoi crois-tu qu'il s'était retiré dans les Ardennes? Bah, j'en sais rien. Pour enquêter? Sur quoi? Et sur des histoires, des mythes. Ça remonte à loin, tu sais. Vas-y, raconte. C'était il y a 15 ans. Plus même. Ouais, elle est morte quand déjà, maman? Maman, 75. C'est ça. C'était 3 ans plus tard en 78. À Aix alors? À Aix, ouais.
Toi, t'étais en pension et moi, je venais d'avoir mon diplôme. Et papa venait de prendre sa retraite. C'est ça. Henri! Qu'est-ce qu'il y a? Viens de t'asseoir un peu à côté de moi. Je surveille les pattes, papa. Les pattes. Franchement, Henri, c'est ça ton excuse? Allez, assieds-toi, je te dis. Bon, comment ça va la vie en ce moment? Qu'est-ce que tu vas encore m'annoncer? T'as une nouvelle copine? Mais non. Et toi, tu as une nouvelle copine? Mais non, papa, sinon je serais pas là à te faire des pattes. Bon, écoute-moi bien, Henri. Écoute cette histoire. Au temps ancien, enfin je veux dire il y a des dizaines de milliers d'années, lorsque l'homme il était encore nomade, il célébrait la femme comme une déesse. Parce que c'était elle qui donnait la vie, il pouvait l'expliquer. C'était le culte de la fertilité, de la déesse mère aux grandes déesses. Puis petit à petit, les hommes se sont sédentarisés et se sont regroupés en petits villages et ont développé notamment l'agriculture. J'ai un diplôme d'histoire, papa. Je sais, Henri, mais tu ne sais pas tout. Avec la sédentarisation, l'homme il a commencé à cogiter. Il a fini par faire le lien entre l'accouplement et la naissance d'un enfant. Il a alors cessé de célébrer la femme comme une divinité, puisque c'était lui et lui seul qui la fécondait. Il a pris peur, il a enfermé sa femme, et s'est mis à célébrer le phallus plutôt que la déesse mère. Je traînais cette théorie. Bien, nous sommes donc passés d'un système matriarcal à une société patriarcale. Mais une petite communauté a refusé cette transition. Les femmes restaient les patronnes de la maison. Leur héritage se transmettait de femme en femme. Puis aidées par la science du calcul, elles devinrent de solides gestionnaires. Alors cette communauté, tu t'en doutes, n'était pas très bien vue du reste de la société. Non seulement leur richesse s'accroissait, mais la dominance féminine en était la raison principale. Ainsi, elles entrèrent dans la clandestinité. Comment s'appelait-elle? À ce stade, elles n'avaient pas encore de nom. Leur histoire se transmit d'abord oralement, puis dès l'invention de l'écriture, sur tous les supports disponibles. Et ce sont les hommes qui occupaient cette fonction d'information et de désinformation. Les femmes, quant à elles, développèrent une philosophie rationnelle, athée. Et pour répondre à ta question, c'est dans la Grèce antique qu'on trouve pour la première fois un nom donné à cette communauté, qui inspira d'ailleurs un personnage à Aristophane. Il se nommait les Lysistrates. Au fil des temps, elles s'attribuèrent un emblème. Cet emblème, c'était un arbre représentant le savoir, en forme de calice, symbole de la femme, et donc, par ricochet, de la vie. Attends, papa, mais tu les as trouvés où, tes Lysistrates? Aucun traité ne les mentionne, ils ne sont cités dans aucun livre d'histoire. L'histoire, elle évolue, Henri. L'histoire, elle n'est pas gravée dans la pierre, elle est mouvante. Notre histoire, notre mémoire, elle s'estompe et s'embellit. Tu as des sources, papa? J'ai des sources, oui. Je serais curieux de les connaître. Alors tu dois promettre de ne pas te moquer. Fais-moi rire. Les romans. Les romans. Les romans les plus anciens. Vois-tu, il est de mon avis que chaque fiction cache un fait réel. L'Iliade, l'Odyssée, l'Énéide, tous relatent des faits extraordinaires qui sont inspirés d'une réalité historique avérée. Eh bien, tous font mention des Lysistrates. De manière détournée, bien sûr, mais c'est pour moi la preuve de leur existence. Oh, papa. Artamène ou le grand Cyrus, écrit au XVIIe siècle, plus long roman connu à ce jour. Je connais Artamène, papa, il fait 13 000 pages, personne ne l'a lu en entier. Eh ben je l'ai lu, moi. Il y fait 7 fois mention des Lysistrates. Je te soutiens, Henri, que leur histoire existe dans la littérature ancienne. Cachée, codée, mais elle existe. Mais pas toi être trop cuit. Ouais. Viens avec moi, Henri. Je pars à l'aventure, à la recherche des Lysistrates. On m'a proposé un poste, papa. J'ai trouvé une petite maison isolée dans le nord de la France. Au Canada. Dans un village paisible au cœur des Ardennes, Linchamp. Linchamp? Quoi? Linchamp? Linchamp? Oui, Linchamp, oui. Je dois retourner à Linchamp. Les carnets sont là-bas. Ils sont dans la voiture. Je dois la retrouver. La clé est à Linchamp. Mais la clé de quoi? Mais Adélaïde était à Linchamp. Papa cherchait Adélaïde. Mais c'est qui Adélaïde? Papa savait tout. Mais c'est qui cette Adélaïde? Je dois retourner en France. Oh, je suis endormi. Quelle heure est-il? C'est le matin, mademoiselle. Oh. Jeanne. Ah oui, je suis là, quelle heure? On est à Alger? Alors, pas exactement. Il y a eu des perturbations climatiques, j'ai dû voler au-dessus de la mer, et puis comme ça ne s'arrangeait pas, j'ai mis cap au nord,
Bonjour, messieurs, dames, police des frontières. Veuillez descendre du véhicule, s'il vous plaît. On est à Marseille. Bon. Alors là, vous m'emboucanez. Je ne comprends plus très bien. Donc, vous êtes parti ce matin d'un petit aérodrome algérien à proximité de Mechta Layadat. Magda Layadat. Et là, ça se complique légèrement. Veuillez m'arrêter si je me trompe. Donc, vous atterrissez à Marseille sans autorisation. Ouais. Avec cet avion dont vous ne possédez pas les papiers. Effectivement. Parce qu'il vous a été confié par un certain Mokhtar, dont vous ne connaissez pas le nom de famille. Voilà. Ben, il est gentil, Mokhtar. Mesdemoiselles, je peux vous demander vos pièces d'identité. Pardon, excusez-moi. Est-ce que je peux vous parler seul à seul 5 minutes? 2 minutes, pas une de plus. D'accord, 2 minutes. Je ne comprends pas, je ne comprends pas. De quoi? Nous n'avons pas de papier, vous avez volé un avion. Non, emprunté. Vous parlez 2 minutes avec le douanier et il vous laisse partir. Je vous l'ai dit, s'il y a quelque chose que je sais faire... Oui, je sais, c'est raconter des histoires. Jeanne, qu'est-ce que tu fais? J'arrive là. J'y suis pour rien, moi, si les choses finissent toujours par s'arranger. Enfin, heureusement, vous connaissiez quelqu'un qui puisse nous héberger à Marseille. Comment le saviez-vous? Quoi, non? Qu'il habitait Marseille? Ah ben, c'est vous qui me l'avez dit. Non, j'ai jamais dit ça. C'est pas lui, là? C'est lui? Jeanne? Oui? Bonjour, papa. Bonjour, Jeanne. Bonjour, vous êtes bien chez Henri, Véronique et Lucie. Nous ne sommes pas là. Laissez un message après le bip sonore. Allô, Henri? C'est moi. Bon, bah, je pensais pas tomber sur le répondeur. Je savais même pas que t'avais un répondeur. Bon, c'est con, j'avais au moins qu'un seul coup de fil. Bah, c'était juste pour te dire que tout va bien. Je suis bien arrivé en France et tout va bien. Ah oui, je dis que je donnerai des nouvelles, mais je pense que je vais être obligé de faire le mort quelque temps. Voilà. Mais tout va bien, tout va bien. Et puis? Ah ben, je pense que Jeanne va vouloir rester avec son père à Marseille. Mais non, vous. Ah, moi? Oui. Ah, on me fait signe de raccrocher. Alors embrasse tout le monde et dis à Lucie que moi je préfère blanc sous étoile. Ben, je suis arrivé en France, je suis retourné en France, j'ai été arrêté à la frontière, j'ai pris 6 mois ferme. Vous avez fait 6 mois de prison? 3, parce que je m'entendais bien avec le personnel. Avec les détenus aussi d'ailleurs. Et puis? Et puis je suis retourné à Lynchant. Mais avant tout, j'ai été voir la police pour les persuader de me donner l'adresse de la casse où la voiture avait été stockée. Et ils vous l'ont donné l'adresse? Attendez, ça me dit quelque chose, ça. Une 504, c'est ça, Gris? Ouais, modèle 78. Ouais, elle est là. De toute manière, on va la retrouver. Il y a 2 options. Soit elle est toujours là, soit elle a été compressée. Alors attendez. PPPA Peugeot 504 grise volée, immatriculée 1280 ST91. Ouais, c'est ça. Ben c'est ça, elle est là. Elle est là? Non, je veux dire, elle est là dans les fichiers. Sinon, elle a été compressée. Quoi? Mais regardez, c'est marqué dessus. Juin 1991, CPS, c'est la compression de compresser. Mais qu'est-ce qu'il en reste? Rien. Rien? Rien? Rien. Un cube en métal. Mais enfin, c'est pas possible. Les livres, les carnets. Perdu. Jamais. Mais personne n'avait ouvert le coffre. Non, personne. C'est pas possible. Tout ça pour ça? Tout ça pour ça, des dizaines d'années d'histoire réduites à un cube de métal. Toute votre histoire s'arrête là? Eh oui. Enfin, presque. Je suis retourné chez mon père. J'ai fait un immense ménage. J'ai dépoussiéré les livres, et puis je les ai lus. Et puis un jour, au milieu des livres cachés, j'ai trouvé un carnet. C'était pas l'écriture d'Adélaïde, c'était celle de mon père, très brouillonne, presque illisible. Et au milieu de ce carnet, il y avait une date, entourée en rouge. 1348. Les hommes et les femmes tombaient comme des mouches. La grande peste avait gagné alors l'ensemble du sud de la France.
Le pape vivait en Avignon. Durant l'été 1348, 60 000 personnes allaient mourir du même mal, plus de la moitié de la population de la ville. Protégé par les hauts murs de son palais, le pape Clément VI priait lui aussi pour le salut de son âme. O salutaris hostia, que qualipendes ostium, darobo di hostilia, fer auxilium, unitrinoque, sempiterne. Bonsoir, mon père. Qui êtes-vous? Nous avons interrompu vos prières. Et qui êtes-vous? Comment êtes-vous entré? Pour l'heure, mon nom importe peu. Sachez juste que nous sommes ceux qui ont construit vos chapelles, vos églises, ceux qui ont construit votre palais. Nous sommes ceux qui vous ont offert l'habit que vous portez. Quelle est cette plaisanterie? Il y a de cela 1000 ans, votre prédécesseur s'appelait Sixte le II. Il ne vivait pas en Avignon, mais à Rome. Il ne portait pas encore le nom de pape, mais simplement d'évêque. Et en juillet 258, il se terrait dans une catacombe en bordure de la voie appienne. Qui es-tu? Ne crains rien, je ne suis pas un danger. Au contraire, je viens t'offrir mon aide. Qui êtes-vous? Pour l'heure, importe peu. Il vous suffira de regarder cette bague, et vous saurez à qui j'appartiens. L'arbre calice. L'arbre calice? Ainsi vous n'êtes pas une légende? Non, mon père. Je suis à la fois un mythe et une réalité. Je suis à la fois un tout et un individu. Nous sommes les Lysistrates. Qu'attendez-vous de moi? De toi, rien. Les Romains te tueront bientôt. De ton Église, beaucoup. J'attends que vous les sauviez tous de ton Seigneur Jésus-Christ. J'attends que vous les sauviez. Que nous les sauvions, mais de quoi? De l'Empire. Tu es grec comme moi. Et au fond de toi, tu sais, comme moi, que le salut de l'homme est dans la démocratie. Dans 1000 ans, ou peut-être dans 2000 ans, le pouvoir reviendra au peuple. Votre religion est le premier mouvement sur l'échiquier. Je ne comprends pas. Peu importe. Je suis venu te dire que nous allons vous offrir des moyens illimités. Par quel miracle? Vous allez faire le commerce de la seule chose qui existera, tant qu'existera l'humanité. Et quelle est cette chose? La mort. La rémission des péchés de l'homme avant la mort. C'est nous qui vous avons appris à en faire le commerce. Et ce commerce vous enrichira bien plus que toute nation ou tout empire. Il y a de cela 1000 ans, grâce au commerce des indulgences et en contrepartie d'un 10e seulement des revenus, nous vous avons permis de construire des chapelles, des églises, des basiliques, des cathédrales. Quant à nous, nous garderons chaque pièce que vous nous verserez, et ces pièces deviendront un trésor. Un trésor que vous et vos moines soldats avez cessé de chercher comme des chiens, et que jamais ni vous ni les rois n'avez trouvé. Qu'attendez-vous de moi? On m'a dit que vous désiriez acheter Avignon. La reine de Naples nous en demande 80 000 florins d'or. Et votre palais, je crois, est encore en travaux, sans compter ce fléau qui décime les croyants et affaiblit leur foi. Allons, mon père, cessez vos prières. Je viens vous apporter ces 80 000 florins d'or. Et qu'avez-vous à y gagner? Moi, rien. C'est pour ma fille. Vous lui offrirez des terres bénies, un nouveau nom, une double particule. Aujourd'hui, les Lysistrates disparaissent. Longue vie aux Saxes de Bourville. Je pense que Jeanne va vouloir rester à Marseille avec son père. Ouais. Elle avait l'air d'y dire beaucoup. Ça va? Ça vous perturbe pas? Non. Elle m'en a déjà parlé plusieurs fois. Ah, c'est difficile. Maman? Ah. Jeanne? Maman, je reste ici. Qu'est-ce que tu dis? Je reste ici avec papa. Il est d'accord, je veux faire mes études à Marseille. Et moi, je repars au Canada. Je dois retrouver mon frère pour lui raconter, lui expliquer. Vous voulez venir avec moi, Alia? Pardon? Au Canada. Vous voulez m'accompagner? Mais je n'ai pas mes papiers. Ce n'est que ça. Nous sommes dans un port ici. Tenez, regardez ce grand voilier amarré là-bas.
Je suis sûr que je peux les persuader de nous prendre avec eux. Vous ne savez même pas où ils vont. Je vais leur demander. Maman, tu ne connais rien de cet homme. Toutes ces histoires sont qu'une histoire, ce sont des mots, l'air en vibration. Et si je veux y croire, moi? Si je choisis d'y croire? Monsieur Martin, si vous parvenez à convaincre l'équipage de ce voilier de nous prendre, eh bien, je vous suis. Jeanne, j'ai quelque chose pour vous, un cadeau. C'est le carnet que j'ai pris dans la voiture avant d'être amené au poste par le policier. C'est le dernier carnet d'Adélaïde. Il est à vous. Faites-en ce que vous voulez. Paris, 18 septembre 1870. Je reviens pour la première fois à Paris depuis près de 50 ans. Paris est encore plus beau aujourd'hui, car Paris est libre. Il y a des jours, l'Empire a été renversé. C'est un vieil ami que je viens retrouver, Alexandre, terrassé par une attaque et à moitié paralysé. Cher ami. Ah, madame, je vous ai tant attendu. Si ce n'était ma vilaine attaque qui m'a paralysé, je vous prendrais dans les bras et je vous embrasserais comme un jeune homme. Enfin, je peux mourir. Je vous ai lu, vous savez. Vous m'avez transporté. Et moi, vous m'avez fait rêver. J'ai conservé chacun de vos carnets. Je peux vous assurer, madame, que personne, hormis moi-même, n'en a jamais lu une seule ligne. Je le sais. Vous venez les reprendre? Je dois les détruire. Non. Non, vous ne pouvez pas faire ça. Les enterrer, alors. S'il le faut vraiment. Vous avez trouvé votre petit trésor? Oui. Et? Je l'ai trouvé. Et je l'ai enterré. Voyez-vous, Alexandre, il ne sert plus à rien, car nous avons gagné. Vraiment? Depuis 10 jours, l'Empire est renversé. Il ne reviendra pas ici. Ni la monarchie, ni la tyrannie. Il y aura des guerres, bien sûr, et cette victoire est à ce jour circonscrite à la France. Mais je veux croire qu'elle sera un jour un phare pour le reste du continent, pour le reste du monde. Nous avons gagné. Mais vous dites nous, mais de qui parlez-vous? De vous, de moi, de ma famille, de mes ancêtres, de ceux dont les rêves bâtissent l'avenir et glorifient le passé. Comme vous êtes belle, Adélaïde. Veuillez cesser, Alexandre. Ah, ça, non, jamais. Pour la guerre, cela suffit, mais pour l'amour, on ne doit jamais cesser d'aimer. Voilà, la douche est ici. Il y a des serviettes propres. On lève l'ancre dans 10 minutes. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, appelez-moi. Grazie. Comment avez-vous fait? Que lui avez-vous raconté? Ah, peu importe. Mais je veux la suite, je veux la fin de l'histoire. Non, je suis fatigué de parler, j'ai la gorge sèche. Dans une de mes mains, il y a une pièce. Si vous la trouvez, je continue mon histoire. Encore. Encore une fois. Je n'ai que la vérité à vous offrir. Je n'ai jamais trouvé le château perdu d'Adélaïde. Je n'ai trouvé que des livres, des histoires, des rêveries. Je n'ai trouvé que du vent. Encore une fois. Je choisis cette main. Maintenant, ouvrez l'autre. Si cette main est vide, alors ça veut dire que l'autre contient une pièce. Ça y est, vous êtes passé du côté des livres. Je n'ai jamais trouvé le château. Mais un jour, je compris tout à coup la charge et la mission que mon père m'avait confiée. En me tenant devant la tombe de mon père, juste au milieu du cimetière, je pus apercevoir au loin, à travers le portail, un chêne. Le chêne, vieux d'au moins 150 ans, semblait se mêler aux ferrures du portail et former ainsi un calice. Je m'avançai pour examiner cet arbre et remarquai que sur son tronc étaient inscrites de vieilles sentences du sanskrit. Tous ces mots, mis bout à bout, formaient une phrase. Veda Prasthana Jivasya. Le savoir est la source de la vie. Mais aussi la source de la vie est celle qui sait, ou la femme sait. Adélaïde savait.
Le soir venu, armé seulement d'une pelle, je revins près de cet arbre. Pour pouvoir creuser. Creuser entre les racines entrelacées. Après quelques heures d'effort, ma pelle toucha quelque chose. Un coffret rempli de florins d'or. De florins d'or, de rubis, de diamants, de perles. Je rebouchai le trou, je pris le coffret. Je n'étais plus inquiet. Je savais désormais que j'avais le temps et les moyens. J'ai acheté les terres alentours, toutes les terres alentours, y compris le cimetière. Et puis j'ai acheté un château qui jadis avait appartenu à Jules de Polignac. Pierre par pierre, je l'ai amené autour de cet arbre. Et puis à l'abri de ce château, avec ma pelle, j'ai creusé, et creusé, et creusé. Et qu'avez-vous trouvé? Un coffre, et encore un coffre, et un autre coffre, des dizaines de coffres, remplis de trésors. J'étais riche, immensément riche, mais cette fortune ne m'appartenait pas. Et alors? Alors, tout comme j'étais parti chercher le trésor, je suis parti à la recherche de son héritière. Non. Adélaïde n'était pas malade sur le tableau de Jeanne de la Croix. Elle était enceinte. De qui? Je ne sais pas. Mais ce que je sais, c'est qu'elle a eu un fils, Hicham. Qui lui-même a eu une fille, mariée à Youssouf Ibrahim Jawad, un grand poète algérien. Ensemble, ils eurent 3 enfants, 3 fils, Richard, Mohamed et Youssouf. Richard est mort à l'adolescence d'un accident de cheval. Youssouf a terminé sa vie sans enfant. Mohamed a eu une fille, Yasmina, née en 1912, mariée en 1934. Aoussine Ben Mahmoud. Aoussine Ben Mahmoud. Tardivement, ils ont eu un enfant, un fils. Kateb Ben Mahmoud. Kateb. Kateb s'est marié à une Française, Sophie Martigues. Ils n'ont eu qu'un enfant, une fille, née le 1er avril 1966. Ils l'ont appelée Alia. Je suis porteur d'histoire. Je suis fils, petit-fils, arrière-petit-fils de porteurs et de raconteurs d'histoire. J'ai pour ancêtre Hérodote et Eusèbe de Césarée. Et vous êtes Alia Ben Mahmoud de Saxe de Bourg. Non. Vous possédez une fortune immense, incommensurable. Vous pouvez influencer le monde, lever des armées, embraser les nations. Non. Votre fille, après vous, prendra votre voix. Et sa fille après elle, et sa fille après elle encore. Mais ce ne sont que des histoires. Non, la Jeep vous appartenait, l'avion également. Ce bateau aussi. Les serviettes sont brodées au nom des Sacs de Bourville. Je ne vous crois pas, je vais appeler le steward. Allez-y, appelez-le, il s'appelle Aldo. Monsieur, à qui appartient ce bateau? A une riche famiglia de vieille noblesse française. Son nom, quel est son nom? Allez-y, dites-le lui. Le 18 mai 2001, Alia Ben Mahmoud et Martin levèrent l'ancre. Et plus jamais je ne revis ma mère. Le 4 septembre 2006, j'obtins une licence de littérature ancienne à l'Université de Provence. Le 17 mai 2008, à Villers-Cotterêts, au musée Alexandre Dumas, je contemplais pour la première fois les premières pages manuscrites du Comte de Monte Cristo. Les œillets, les majuscules, les apostrophes et les accentuations étaient les mêmes que celles dans le carnet d'Adélaïde. Et je compris. Alexandre Dumas, raconteur d'histoire, romancier, avait inventé et couché sur papier une vie d'aventure et de voyage, la vie d'une femme, composée de toutes pièces, sous la forme d'un journal intime. Dumas, mort en 1870, avait enterré dans un petit cimetière de province la somme de ses écrits, dans un cercueil, sous le nom de son héroïne, Adélaïde Dantes. Alors, qu'est-ce qu'une histoire? Une histoire, c'est le fondement d'une vie humaine. Le 11 juillet 2011, Jeanne revient pour la première fois, depuis 10 ans, dans sa maison à Mestalayadak. Rien n'a changé. Seule la poussière s'est accumulée sur les meubles. Je passe la main sur les livres de la bibliothèque. Je saisis un volume au hasard. C'est l'Énéide de Virgile. J'en connais les premiers vers par cœur. À la fleur de mes ans, à l'ombrage des hêtres, je faisais résonner mes airs doux et champêtres. Jeanne très lentement ouvre le livre. Puis elle lit les premiers mots. Scienza est principium vitae,
Le savoir est la source de la vie. Jeanne reste pétrifiée. Sur la tranche du volume qu'elle ose à peine regarder, elle découvre un arbre en forme de calice. Ses mains tremblent, le livre lui échappe. Pendant un instant, elle s'étouffe. Elle ne peut plus respirer. Alors elle relève les yeux au ciel, et tout en contemplant la bibliothèque des Saxe de Bourville, la bibliothèque d'Adélaïde, sa bibliothèque, elle se met à y croire.